Donc voilà, une fois ces quelques recommandations et aspects pratiques évoqués, on va pouvoir commencer à parler de mouture de laboratoire. Et donc la présentation du jour va se présenter ou se partager en deux grandes parties. La première, à laquelle je ferai quelques rappels sur les fondamentaux de la meunerie, alors de façon très simple et très simplifiée, mais pour recontextualiser un petit peu le cadre du sujet. Et puis une deuxième partie où je vous présenterai de façon plus détaillée les solutions proposées par Chopin Technologies en termes de moulins de laboratoire, à savoir le CD1 et le LAM1000, hein, essayer de vous expliquer les spécificités et les complémentarités de ces deux appareils. Pour essayer de contextualiser un petit peu la présentation du jour, je souhaiterais rappeler que cette présentation, justement, vient poursuivre ou même clore un cycle de 4 webinars enclenchés il y a à peu près un an et cycle dédié à la présentation ou au partage d'une nouvelle approche de la qualité au sein de la filière blé, farine, pain. Nouvelle approche basée sur deux grands principes, deux grands concepts. Le premier de ces concepts étant que tout part de la qualité finale. Je vais y revenir dans quelques instants. Et le deuxième concept étant qu'il est toujours préférable de savoir, donc de pouvoir mesurer de façon la plus objective possible plutôt que de supposer. Donc, ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est que cette approche qu'on essaie de popularisée depuis un an et de partager, elle se base avant tout sur le fait que tout part de la qualité du produit final. L'idée étant la suivante, c'est que tous les acteurs de la filière blé, farine, pain, en partant du sélectionneur jusqu'au boulanger, en passant par l'agriculteur, le stockeur, le meunier, tous ces acteurs-là ont à la fin un seul objectif, faire en sorte de mettre à disposition du consommateur des produits à base de céréales, pain, biscuits, crêpes, que sais-je, des produits qui donnent satisfaction au consommateur. En d'autres termes, notre objectif à tous au sein de la filière, c'est de faire en sorte que ce petit garçon-là qui mange son beignet, il soit tellement heureux du beignet qu'il mange, il aime tellement ce beignet, qu'il demande jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, à son papa, à sa maman, de lui racheter ce beignet, de lui racheter toujours ce même beignet. Et de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il achète ce même beignet, il retrouve le même plaisir. Pour cela, il est important de pouvoir garantir à ce petit garçon que s'il achète ce beignet le lundi, le mardi, le mercredi, au mois de janvier, au mois de février, il va toujours retrouver le même plaisir, le même produit. Ce qui signifie que le challenge pour le producteur, pour le producteur de ce beignet, c'est d'avoir un processus de fabrication qui soit entièrement sous contrôle pour pouvoir, semaine après semaine, mois après mois, proposer toujours le même produit à ce petit garçon. Alors, le processus de pouvoir garder ce processus sous contrôle, ça va être en effet multifactoriel. Il y a plein de composantes qui vont intervenir, mais l'une des principales, c'est bien sûr de pouvoir maîtriser ses approvisionnements en farine. Faire en sorte que la farine qu'il reçoit soit toujours adaptée à son besoin et si possible aussi constante que possible pour ne pas avoir à faire d'ajustements sur sa ligne de production. Ce qui induit par effet un peu domino que le meunier soit en mesure lui aussi de maîtriser complètement sa chaîne de production pour pouvoir livrer à son boulanger, à son client, une farine toujours optimale, toujours la même et toujours pertinente par rapport aux besoins de son client. Là aussi, la maîtrise de ce processus de fabrication, de processus de mouture est forcément multifactorielle et complexe, mais parmi tous les éléments qui vont intervenir, l'un des plus importants, c'est bien sûr de pouvoir maîtriser ces sélections et ces approvisionnements en matières premières, donc ces approvisionnements en blé. Donc l'idée de ce nouvelle approche est vraiment d'avoir qu'il y a une sorte d'ingénierie inverse et de repartir du produit final jusqu'à la matière première, de l'aval vers l'amont, et de pouvoir ainsi construire des cahiers des charges, une qualité réellement basée sur un besoin terrain et non pas sur une construction bibliographique, livresque ou acquis d'une expérience à droite ou à gauche, mais vraiment basée sur une expérience terrain propre à chaque utilisateur. Et donc, pour ce faire, la première étape, c'est de pouvoir être en mesure de définir et de mesurer de manière aussi objective que possible ce qu'est un bon produit final. Alors, bien sûr, la notion de bon, mauvais va dépendre du produit qu'on va fabriquer. Ça ne va pas être la même chose si c'est un croissant, un pain au chocolat, un pain, une baguette, que sais-je. Mais on va toujours tourner autour à peu près des mêmes types de paramètres, même de critères,
des critères de volume, de taille, éventuellement de couleur, d'odeur, d'épaisseur. Les valeurs vont changer d'un produit à l'autre, d'un pays à l'autre, mais on va toujours tourner autour de ça. Et donc ça, c'était un petit peu l'objectif du premier des webinars de ce cycle, qui avait dû avoir lieu il y a à peu près un an, et qui était d'essayer d'expliquer un petit peu quels étaient les outils qui pouvaient permettre de mieux définir et de mieux caractériser de façon la plus objective possible ce qui est un bon produit final, et de notamment y apporter les atouts du contrôle par vision qui se développe de plus en plus et qui va vraiment permettre d'objectiver, d'apporter de l'objectivité au niveau du process. Une fois qu'on a défini ce que c'était qu'un bon produit final, ben, il faut ensuite être capable d'évaluer de manière là aussi la plus objective possible ce qu'est un comportement de la pâte optimum sur la ligne de production, afin de pouvoir, in fine, élaborer des spécifications là aussi les plus pertinentes possibles pour sélectionner les farines adaptées aux besoins. Donc ça, c'était tous les enjeux qu'on a essayé de présenter lors du deuxième webinaire de ce cycle, autour du Mixolab notamment, donc webinaire que vous pouvez retrouver si ça vous intéresse, là aussi sur YouTube. Et puis si on continue à remonter, eh ben, il va falloir, une fois qu'on a défini ce cahier des charges, permettre au meunier d'apporter les outils pour pouvoir produire la farine qui répond à ce cahier des charges, qui soit conforme à ce cahier des charges et qu'il puisse être maîtrisé au cours du temps. C'était là un petit peu tout l'objectif de la troisième présentation qui a eu lieu de mémoire à peu près au mois d'octobre l'année dernière et que vous pouvez retrouver à nouveau sur YouTube. Et puis, si on continue, toujours à remonter un petit peu le process, ce qu'il faut, in fine, pour que le meunier puisse garantir une production conforme de farine, eh ben, c'est qu'il soit en mesure de sélectionner et de s'approvisionner dans des blés qui soient adaptés à son besoin, à son diagramme et à la farine qu'il veut fabriquer. C'est ce sur quoi nous allons nous attarder un peu plus longuement aujourd'hui à travers la notion de mouture et de mouture de laboratoire. En effet, hein, pour pouvoir sélectionner ces blés, pour pouvoir contrôler ces blés, le meunier va devoir s'appuyer sur un certain nombre de critères, sur un nombre de paramètres qu'on va pouvoir résumer sous la forme de notions de valeur meunière, de valeur boulangère, et des critères tels que le taux de protéines, tels que les résultats alvéographiques, tels que les résultats farinographes. Si certains de ces paramètres sont facilement accessibles directement via le grain de blé, je pense typiquement à la teneur en eau, à la protéine, d'autres, tels que l'analyse farino, tels que l'analyse alvéo, vont nécessiter d'avoir une étape de transformation du blé en farine. Et pour assurer cette étape de transformation du blé en farine, on va avoir besoin d'un moulin au niveau du laboratoire. Alors, pourquoi ce moulin de laboratoire? Je vais en partie y répondre. Hein. C'est pour transformer le grain en farine et pour pouvoir assurer cette première étape pour pouvoir faire des analyses. Après, les analyses vont avoir deux grands types d'objectifs. On va pouvoir juste vouloir comparer, c'est un échantillon de blé par rapport à un autre, pour faire un alvéo, par exemple, pour faire un farino, pour faire un test de panification, et puis juste pouvoir, à partir de là, sélectionner l'échantillon qui convient le mieux à notre besoin. On va pouvoir aussi faire ces analyses en espérant en tirer plus d'informations sur la façon dont notre échantillon de blé va se comporter dans la phase de mouture. À quel moment on va produire plus farine? Au début ou en fin de mouture? Quel type de farine? Quelle qualité de farine de passage? On va pouvoir utiliser aussi cette farine pour faire des tests de panification, des tests un petit peu plus longs. Donc globalement, voilà. L'objectif du moulin de laboratoire, c'est de produire une farine blanche, donc transformer le grain en farine pour pouvoir soit comparer, soit comprendre. Quel que soit cet objectif, comparer ou comprendre, eh ben, on va le mener ou on va mener ces analyses dans le but de prendre des décisions. Pour que ces décisions soient pertinentes, elles aient un sens, il faut qu'elles soient prises sur une farine qui soit représentative de ce qui va se passer au niveau industriel, de ce qui va se passer une fois qu'on va faire vraiment la mouture au niveau du moulin. Et pour que cette farine soit représentative, eh ben, il faut qu'elle soit basée, même au niveau du laboratoire, sur un respect des fondamentaux de la meunerie, sur les bonnes pratiques de mouture, autrement dit. Et c'est ces bonnes pratiques qu'on va essayer de passer en revue de façon très simpliste dans les minutes qui viennent. Alors, pour faire simple, hein, pour transformer un blé en farine, il y a trois grandes étapes qui n'ont pas toutes la même importance au niveau du temps, au niveau des outils engagés, mais qui ont toute une importance au niveau du respect de la chaîne et au niveau de la production d'une farine de qualité. La première de ces étapes, c'est de nettoyer le blé, en gros, d'évacuer tous les corps étrangers qui ne sont pas du blé. La deuxième étape, ça va être de préparer, de conditionner le blé.
Et puis la troisième étape, ça va être bien sûr de faire l'étape de mouture à proprement parler, donc de transformer mon blé en farine. Donc on va prendre un petit peu de temps maintenant pour détailler chacune de ces trois étapes. Donc le nettoyage du blé, c'est la phase initiale. L'idée, c'est quoi? C'est que au moment où le meunier va recevoir son blé, il va y avoir du blé, mais pas que. En effet, l'agriculteur, au moment de la récolte, il va avoir récolté les grains de blé, mais aussi de la paille, éventuellement quelques pierres, un peu de sable, potentiellement des graines étrangères. Il restait un peu de colza, éventuellement des grains contaminés, des graines plus ou moins saines, plus ou moins consommables. Il va y avoir des grains entiers, il va y avoir des grains cassés, des grains contaminés. Au cours du stockage, ils vont peut-être récupérer un boulon à droite à gauche. Donc, il y a tout un tas de corps étrangers qui vont se retrouver dans le blé que le meunier va récupérer, va se faire livrer. Et son objectif, c'est d'avant de passer en mouture, c'est d'évacuer, d'éliminer tous ces corps étrangers, tous ces corps autres que des grains de blé sains. Pourquoi? Tout d'abord, pour protéger son outil de production. En effet, l'outil de production, on va le découvrir après, notamment des appareils à cylindres, sont conçus pour pouvoir écraser du blé. Pas pour écraser de la pierre, pas pour écraser du sable, pas pour écraser des cylindres. Et si on commence à passer de la pierre, des cylindres, cet outil de production va être endommagé. Donc, on va avoir des coûts d'entretien, des coûts d'arrêt qui vont être beaucoup plus importants et donc ça va avoir un facteur économique. Donc, première importance du nettoyage, c'est vraiment protéger l'outil industriel. Le deuxième, au moins tout aussi important, c'est de préserver la qualité. Si jamais, lors de ma mouture, j'écrase plus de tournesol, plus de grains de colza que de blé, je vais avoir une qualité de farine qui ne va pas être celle attendue. De la même façon, si je passe en mouture des grains qui sont carriés, des grains qui sont contaminés par du blé punaisé, par exemple, des choses comme ça, là aussi, la qualité finale de ma farine ne va pas être celle qui est attendue. Donc, il va falloir que j'arrive à la consommer ou à la corriger. Dans tous les cas, il va y avoir des surcoûts complémentaires. Et puis, ce qui est peut-être encore plus grave, je vous ai dit que parmi tous les corps étrangers, les graines étrangères, il peut y avoir certains corps qui sont contaminants et qui sont nocifs et non consommables par l'être humain. Je pense notamment au développement de certains champignons tels que l'ergot qu'on peut retrouver et qu'il faut évacuer au risque sinon de euh, générer une crise sanitaire ou des risques sanitaires pour les consommateurs. Donc cette phase de nettoyage du blé, on a peut-être tendance des fois un peu à l'oublier quand on parle de mouture, mais elle est réellement très importante, aussi bien au niveau de l'industrie qu'au niveau du laboratoire. Une fois qu'on a nettoyé ce blé, l'étape d'après, ça va être de le préparer, de se mettre en condition idéale pour la mouture et de ce qu'on appelle le conditionner. Pourquoi? Parce que globalement, l'idée de la mouture, c'est quoi? C'est de pouvoir produire ce qu'on appelle la farine blanche. C'est donc séparer le cœur du grain de blé, l'amande farineuse, de l'endosperme, de toute la partie périphérique, de toutes les fibres des enveloppes. Et que pour faciliter, en gros, cette séparation entre la partie interne et les parties périphériques du grain, on a un moyen assez simple qui consiste à assouplir les enveloppes en mouillant le blé. Donc le principe, c'est quoi? C'est de ramener, d'augmenter progressivement la teneur en eau de mon grain de blé. Il est initialement sorti de silos, en sortie d'organismes stockeurs, autour de 11-12%, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et l'idée, ça va être de lui rajouter de l'eau pour le ramener à hauteur de 16-17%. Et puis de le laisser à cette eau un certain temps, en général 24-48 heures, ça peut dépendre des organismes, pour lui laisser le temps de pénétrer à l'intérieur du grain de blé, à l'intérieur des différentes couches et d'assouplir les enveloppes, ce qui va faciliter par la suite la séparation des enveloppes et du grain. Et bien entendu, en fonction des conditions dans lesquelles sont réalisés ce conditionnement, donc principalement à quel niveau d'hydratation ou quel niveau d'humidité j'amène mon blé, et puis pendant combien de temps je laisse mon blé, entre guillemets, infuser pour permettre à l'eau de pénétrer, en fonction de ces deux critères-là, je vais avoir des fluctuations au niveau des rendements mouture de mon moulin, un peu plus, un peu moins, et puis également au niveau de la qualité de la farine produite qui va elle aussi être fortement impactée par cette phase de conditionnement. Donc cette phase de conditionnement, elle est en effet extrêmement importante au niveau du moulin industriel, mais également au niveau du moulin de laboratoire. Maintenant, on a nettoyé notre blé, on l'a conditionné, on est prêt à la phase ultime, à ce qu'on cherchait à faire depuis le début, c'est-à-dire à transformer notre grain en farine. Pour cela, on va faire subir sur un moulin une transformation qui va se baser. Pardon, voilà. Le but, ça va être ce que je disais tout à l'heure, séparer l'amande farineuse des enveloppes.
Et pour ce faire, on va appliquer un processus basé sur une succession de deux grandes opérations, de deux grands types d'opérations, des étapes de fractionnement, de réduction de taille, par passage entre des appareils à cylindres, et puis des opérations de classification, de tri des particules en fonction de leur taille, par tamisage ou éventuellement en fonction de leur densité par sassage. Après, il y a une petite spécificité qui concerne le grain de blé par rapport à d'autres céréales que pourraient être de l'orge, du riz, c'est que le grain de blé est présent en son centre, sur une de ses faces, qu'on appelle un sillon central, qui fait que l'enveloppe, on ne va pas pouvoir juste l'éliminer par abrasion en frottant autour, puisqu'il faut arriver à ouvrir vraiment le grain de blé pour pouvoir retirer l'ensemble des enveloppes, l'ensemble des couches périphériques. Et pour ça, on va avoir besoin, lors des phases de fractionnement, lors des phases d'écrasement, de deux types de cylindres différents. Des cylindres cannelés, lors des phases qu'on va appeler de broyage, qui vont permettre en gros d'ouvrir, d'éclater le grain de blé. Et puis une fois qu'on a ouvert ce grain de blé, qu'on a commencé à produire des particules un peu plus fines, un peu plus purifiées, de pouvoir affiner ces particules, de pouvoir les écraser, les réduire en taille grâce à des cylindres lisses. C'est ce qu'on appelle les opérations de réduction. Donc pour synthétiser, si on résume, l'art du meunier, ça va être de pouvoir nettoyer son blé, le conditionner et ensuite le fractionner et le classifier de façon à obtenir une farine blanche dépourvue de toute partie d'enveloppe. Et donc là encore, ce qui est vrai au niveau du moulin industriel va se retrouver également et va être vrai également au niveau du moulin de laboratoire. Alors une fois qu'on a dit ça, maintenant tout l'art du meunier, ça va être d'arriver à optimiser ces différentes opérations, nettoyage, conditionnement et surtout mouture, nombre d'appareils à cylindres, serrage des cylindres, passage des tamis, sélection des blés, de façon à pouvoir, à partir d'une même quantité de blé, extraire un maximum de farine, c'est-à-dire récupérer tout le cœur, tout l'endosperme possible du grain de blé, donc pour augmenter ce qu'on appelle son taux d'extraction, parce que globalement, lui, ce qu'il va vendre derrière, c'est la farine, les sons, les fibres, il va les valoriser, mais à un prix beaucoup moins élevé que la farine blanche. Donc son objectif pour la santé économique de son entreprise, c'est d'extraire le maximum de farine. Il y a cependant une difficulté. Qui dit augmenter son taux d'extraction, augmenter le taux de farine, ça veut dire qu'il va aller commencer, pour pouvoir l'augmenter suffisamment, à gratter les couches les plus périphériques du grain, celles qui sont le plus proches des enveloppes. Et ce faisant, il va modifier, non seulement il va augmenter son rendement, mais il va aussi modifier les qualités à la fois nutritionnelles, mais aussi technologiques de la farine qu'il produit. Globalement, plus il va extraire ou augmenter son taux d'extraction, plus il va gratter sur les couches périphériques, il va augmenter globalement la quantité des protéines. Et il y en a pas mal au niveau des zones périphériques. Il va augmenter aussi les quantités de fibres, donc de polysaccharides autres que l'amidon. Donc tout ça, ça va être un point positif parce que ça va permettre d'augmenter la valeur nutritionnelle globale de la farine. Et puis, ces composants tels que la protéine, tels que les fibres, sont des composants qui absorbent beaucoup d'eau. Donc au final, la farine qu'il va produire va avoir tendance à être capable d'absorber plus d'eau que s'il avait un taux d'extraction plus faible. Ce qui est souvent quelque chose de positif pour les utilisateurs de farine, parce que globalement, pour une même quantité de farine, ils vont pouvoir mettre plus d'eau et produire ainsi plus de pâtes, plus de pain avec une même quantité de farine. Donc, le fait d'augmenter le taux d'extraction, d'aller essayer de récupérer toute la farine qui est en périphérie du grain, ça a des impacts positifs. Mais ça a également des impacts négatifs. La première d'entre elles, le premier de ces impacts négatifs, c'est que si on commence à prendre les parties les plus périphériques, on va avoir en effet des protéines, mais des protéines non gluten, c'est-à-dire qui ne vont pas participer à l'élaboration du réseau. Et puis, on risque aussi d'intégrer petit à petit des particules de son, des particules de fibres qui vont venir fragiliser notre réseau de gluten lors de la formation de la pâte. Qui dit gluten fragilisé dit potentiellement une rétention gazeuse plus faible et donc une réduction du volume des pains produits. De la même façon, les couches périphériques du grain de blé sont très riches en minéraux, sont très riches en particules. Donc, si on va les chercher pour augmenter le taux de sang, pour augmenter le taux d'extraction, on va également augmenter le taux de sang de la farine. Et donc, on va passer sur des farines d'un type différent et sur des farines qui vont être là beaucoup plus colorées, beaucoup plus piquées que des farines
plus du cœur du grain de blé. Ces couches périphériques du grain sont également celles qui sont en contact avec l'environnement, avec l'air, et qui donc sont le plus susceptibles d'être contaminées et d'être agressées par cet environnement, que ce soit des agressions bactériennes, fongiques, par des pesticides éventuellement qu'on va pouvoir retrouver. À partir du moment où on va commencer à aller récupérer toute cette partie périphérique pour augmenter le taux d'extraction, eh ben on risque d'augmenter dans le même temps la charge microbienne et la charge en pesticides de la farine qu'on va produire. Idem pour la charge enzymatique, beaucoup d'enzymes sur les zones périphériques, donc on va récupérer des protéases, des amylases, des enzymes. Ce qui peut être positif, mais ce qui peut aussi avoir des inconvénients, et notamment un des inconvénients, c'est d'avoir une réduction de la durée de vie et de la conservation des farines, puisque ces enzymes vont faire évoluer cette farine tout au long de cette vie. Donc en gros, toute l'art du meunier, toute la difficulté ou tout le savoir-faire du meunier, c'est de trouver le juste équilibre entre avoir un taux d'extraction le plus élevé possible pour assurer la santé financière de son entreprise, et puis dans le même temps ne pas aller trop loin dans ce taux d'extraction pour pouvoir avoir une farine qui réponde à ses besoins ou aux besoins qualité de ses clients et qui soit utilisable et qui réponde à des cahiers des charges. C'est un sacré enjeu. Alors ça, c'est au niveau, bien sûr, industriel, mais ce qui est vrai pour le niveau industriel va aussi impacter fortement le moulin de laboratoire. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on voulait au laboratoire produire des farines qui soient représentatives de ce qui se passe au niveau industriel. C'est important pour prendre une décision qui soit pertinente lors de l'achat d'un lot de blé, par exemple, ou lors d'une configuration. Et donc, pour que cette farine soit représentative, cette farine de laboratoire soit elle aussi représentative, il va falloir que les moulins de laboratoire respectent globalement les fondamentaux de la mouture, à savoir une succession de phases d'écrasement, de réduction, de fractionnement sur des appareils à cylindres, mais à la fois des appareils cylindres cannelés pour ouvrir le grain de blé et des cylindres lisses pour pouvoir affiner, et puis avoir également ces phases de tamisage entre chacun des passages. Donc la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'au sein de la gamme Chopin Technologies, il y a deux moulins de laboratoire, le CD1 et le Lab 1000, qui répondent tous deux à ces exigences des fondamentaux de la meunerie, à savoir un nombre de passages suffisant pour avoir une farine représentative, avoir à la fois des passages sur cylindres cannelés pour ouvrir le grain et des cylindres lisses pour pouvoir euh, euh, diminuer la taille des particules, pardon, et puis des phases de tamisage permettant de répartir les différentes fractions tout au long de la mouture. Donc ces deux moulins répondent à cette notion de représentativité. L'enjeu maintenant, c'est d'essayer de décider, de voir quel est le moulin utilisé en fonction de ce qu'on veut faire. C'est ce à quoi je vais essayer de m'attacher à vous expliquer dans les minutes qui suivent. Donc, globalement, CD1 ou LAM1000. On a vu tout à l'heure qu'il y avait deux grands types euh, d'informations que l'on va chercher à obtenir au cours d'une mouture. La première question, c'est est-ce qu'on a besoin de comparer un échantillon par rapport à un autre? Est-ce qu'on a besoin de se référer à une norme? Si la réponse est oui, il sera préférable d'orienter vers un moulin CD1. On reviendra plus tard le pourquoi. Si on n'a pas besoin de comparer, qu'on veut juste faire du travail en relatif ou comprendre, expliquer, la question qui va peut-être se poser pour choisir entre CD1 et LAM1000, c'est de quelle quantité de farine j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin des quantités de farine importantes parce que je vais faire beaucoup d'essais différents, de l'alvéo, de la panification, éventuellement un test biscuitier? Est-ce que je veux faire des analyses qui sont plutôt courtes ou plutôt longues? Alors longues avec dans le sens, derrière l'idée, qui sont sensibles au potentiel ou au contenu enzymatique de mes farines. Et donc, dans ce cas-là, peut-être chercher une farine qui soit la plus hautement représentative d'une mouture industrielle, en incluant les parties les plus périphériques, pour se rapprocher encore une fois de ce qu'on pourrait obtenir sur une farine issue d'un moulin industriel. Et puis, est-ce que je vais chercher à essayer de comprendre, d'ajuster un petit peu ma sélection aussi par rapport à mon moulin industriel et pas simplement à pouvoir comparer deux échantillons de blé entre eux. Et si les réponses à ces différentes questions, besoin d'une quantité importante, besoin d'une représentativité très importante et besoin de se comparer par rapport à un moulin industriel, on optera plutôt pour le LAM1000.
Donc, si je devais résumer ça en 2 mots, si votre objectif, c'est de pouvoir faire une mouture pour comparer, il est préférable d'utiliser un CD1. Si votre objectif prioritaire, c'est de pouvoir comprendre, il est préférable de s'orienter vers un lame 1000. Et on va essayer maintenant d'essayer de comprendre pourquoi justement, dans le cas d'une comparaison, le choix optimum est le CD1 et pourquoi dans le choix de chercher à comprendre le lame 1000 est là optimum. Intéressons-nous tout d'abord plus en détail au moulin CD1. Alors tout d'abord, le CD1, c'est un moulin qui a quand même 70 années d'expérience derrière lui, donc ce n'est pas un perdreau de l'année. C'est un moulin relativement compact, robuste et relativement simple. Donc il possède, comme tout moulin de laboratoire digne de ce nom, une partie broyage sur cylindre cannelé associée à une phase de tamisage grâce à une bleuterie rotative qui va permettre de produire de la farine, des semoules et des grossons. Semoules qui seront ensuite récupérés et injectés au niveau du passage de réduction pour un écrasement sur des cylindres lisses et en associé à là aussi à un tamisage par bleuterie centrifuge qui va nous permettre d'obtenir à nouveau de la farine, des finçons. Et éventuellement, les finçons peuvent être récupérés pour un deuxième passage de réduction si nécessaire. Au niveau du diagramme, le diagramme de mouture du CD1, donc les étapes, est super simple, mais également super efficace. Globalement, le grain de blé, on va l'introduire, il va subir un double broyage sur 3 cylindres cannelés superposés. Les produits issus de ce broyage vont être tamisés sur une bleuterie rotative et on va obtenir ce qu'on disait tout à l'heure, de la farine, des grossons et des semoules. Ces semoules vont être récupérés et vont aller être introduits au niveau de la partie réduction du CD1. Ces particules vont être écrasées, vont être réduites de taille sur 2 cylindres lisses et les produits issus de cette réduction vont passer sur un tamis rotatif afin de séparer les finçons des farines. Point important aussi que je repréciserai également tout à l'heure, la partie broyage et la partie convertissage sont complètement indépendantes. Il est donc possible de lancer 2 moutures en même temps, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai entamé la phase de réduction de mon premier blé, je peux lancer la phase de broyage de mon second blé. Alors, vu qu'on a sur le CD1 un moulin avec un diagramme à la fois optimisé et fixe, ce que j'entends par optimiser, c'est qu'il est suffisamment long pour produire une farine représentative, mais suffisamment court pour limiter les sources de variation et les sources d'erreur. Comme ce diagramme est fixe, eh ben, on va obtenir, grâce à ce moulin, des moutures hautement reproductibles. Ce qui veut dire qu'on va avoir toujours la même qualité de mouture et des farines de qualité rhéologique, compositionnelle, constante et identique, et là aussi hautement reproductible. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est que la qualité de la farine que je vais produire, elle va être impactée uniquement par la qualité du blé que je vais mettre en œuvre et non par l'outil de meunerie ou par le process de meunerie que je vais utiliser pour transformer ce blé en farine. Donc ça, c'est tout l'intérêt justement du CD1 et l'intérêt de pouvoir comparer. L'impact sur la farine va être uniquement lié au blé mis en œuvre et non pas à l'outil utilisé pour transformer la farine. On peut ajouter à ça aussi, autre avantage non négligeable, c'est que le CD1 est équipé de cylindres robustes qui lui assurent une longue durée de vie avec une maintenance réduite. Toujours bon à prendre. Et puis, donc, le tamisage centrifuge qui est associé au CD1 est un tamisage et un système qui est fiable, compact et puissant et reste très efficace, sous réserve, bien entendu, d'avoir un bon ajustement entre le tamis et les batteurs et donc, entre guillemets, de faire un suivi et une maintenance régulière, comme tout appareil qui se doit. Autre élément très important à noter, c'est que le CD1 est standardisé. Et il fait notamment partie intégrante de la norme ISO 27971. Alors, dit autrement, c'est de la norme 27971, c'est la norme LVO.
Le test alvéo, donc l'histoire de pouvoir gonfler une bulle, est standardisé à la fois le test sur farine, mais également le test sur blé. C'est-à-dire qu'il indique dans la norme la façon de procéder pour transformer le blé en farine et utiliser ensuite cette farine pour faire un alvéo. Et le moulin, le seul moulin qui est capable de répondre à la norme ISO 27971, c'est le moulin CDA. Et il est parfaitement adapté justement parce qu'il est fixe et hautement représentatif et hautement reproductible. À noter que, en effet, la norme Alvéo est la seule, à ma connaissance, qui existe sur blé et farine. Il existe pour d'autres appareils, d'autres analyses de laboratoire, des moutures, des standards pour les analyses Mixola, pour les analyses Farino, Extenso. Mais tous ces standards sont associés à la farine. Ils ne prennent pas en compte l'étape de mouture. La seule analyse de laboratoire sur blé normalisée est, à ma connaissance, la norme Alvéo, le test Alvéo, incluant le CDA. Donc, tout cela pour dire que globalement, ce que je vous disais tout à l'heure, et que j'essaie de répéter depuis le début, c'est qu'en raison de son diagramme ultra simple, ultra reproductible, le CDA est l'outil idéal pour les comparaisons entre les laboratoires. Il est en plus standardisé. Il est donc idéal pour garantir les transactions commerciales et donc pour garantir entre acheteurs et vendeurs le respect des spécifications. C'est-à-dire que le test, l'analyse alvéo, par exemple, sur blé, soit faite par l'acheteur ou par le vendeur au départ du bateau, les résultats sont les mêmes, doivent être les mêmes si c'est bien le même blé. Et donc, on est quand même comme ça capable de pouvoir faire des comparaisons en toute transparence et de pouvoir garantir, avoir des outils pour garantir le respect des conditions commerciales et le respect des transactions commerciales. Et à ma connaissance, le CD1 est le seul moulin capable de ça. Voilà pour le CD1. Intéressons-nous maintenant un peu plus spécifiquement au LAM 1000, qui a lui pour objectif plus de comprendre et d'améliorer. Alors le LAM 1000 est un moulin plus récent, une dizaine, une quinzaine d'années à peu près, un peu plus encombrant que le CD1 et aussi beaucoup plus complet. Par contre, comme le CD1, il se compose d'une partie broyage avec des cylindres cannelés et associé à un tamisage sur blutterie centrifuge et d'une partie de réduction sur cylindre lisse associée là aussi à une blutterie centrifuge. Alors, on fait aussi au niveau de la partie réduction, potentiellement, on peut faire un petit distinguo entre claquage et convertissage pour les puristes. Donc, on a deux jeux de cylindres différents. À noter aussi que le moulin ayant plus d'étapes, plus de passages, étant plus moderne, il est piloté par une interface informatique et spécifiquement un écran tactile, donc ce qui en facilite grandement l'usage et l'utilisation. Maintenant, si on s'intéresse au diagramme de mouture du LAM 1000, il est beaucoup plus complet, plus long que celui du CD1. Pour faire une petite description, vous allez introduire votre blé au niveau du premier broyage. Elle va passer entre deux cylindres cannelés, puis au niveau d'une bleuterie pour produire de la farine, des fines semoules, des grosses semoules et des issues. Ces issues sont récupérées, amenées au niveau de la deuxième paire de cylindres cannelés, broyées, passées sur tamis centrifuge pour obtenir là à nouveau une farine de broyage de la fine semoule, des grosses semoules et des gros sons. Les grosses semoules obtenues à l'issue des phases de broyage 1 et 2 sont récupérées, amenées au niveau du cylindre lisse, des aspects claquage, pour être réduites en taille. On passait ensuite sur tamis pour produire de la farine, des fines semoules à nouveau et des fins sons. Les fines semoules issues du broyage 1, du broyage 2 et du claquage sont ensuite récupérées, amenées au niveau des cylindres de convertissage, cylindre lisse à nouveau, broyée, réduite pour produire de la farine et des fines semoules qui subiront une deuxième réduction, puis une troisième réduction. Au final, on aura obtenu une quinzaine de produits totaux, dont 6 farines.
À noter que du coup, on a un diagramme qui est beaucoup plus long, beaucoup plus progressif que celui du CD1, donc qui permet d'obtenir des taux d'extraction plus élevés, tout en gardant une farine euh, pure. On va le voir tout à l'heure, donc avec des taux de cendre complètement maîtrisés. Et on garde aussi, bien sûr, une farine hautement représentative d'une mouture industrielle. À noter également que ce moulin a été développé pour et en collaboration avec les meuniers dans le cadre d'un consortium Valeur-Meunière il y a une dizaine d'années, et que ce diagramme de mouture, donc deux broyages, un claquage et trois convertissages, fait l'objet d'un brevet au niveau français et au niveau américain. Juste un petit point pour comparer un petit peu les aspects techniques de ce lame 1000 par rapport à son concurrent, et notamment le MLU de Buller, qui correspond souvent ou qui est souvent présenté comme la référence de moulins de laboratoire ou comme la Rolls des moulins de laboratoire. Donc le lame 1000, comme le MLU, possède plusieurs passages de broyage, 2 contre 3, séparés par des tamisages, ce qui est très important. Ils ont aussi des broyages sur cylindre cannelé, à préciser, suivi de réduction 4 contre 3 sur des cylindres lisses, pour un total de 6 passages. Donc on a au niveau du diagramme quelque chose d'assez similaire entre les deux appareils. À noter cependant que le transfert des produits sur le MLU est automatique, il se fait par remontée pneumatique, ce qui peut faire gagner un petit peu de temps au niveau opération, mais ce qui va faire perdre un atout majeur du cas, le lame 1000. Le lame 1000, lui, a en effet une remontée manuelle des produits. Ce qui veut dire qu'on est obligé de le récupérer, mais ce qui veut dire également qu'on peut accéder à l'ensemble des produits intermédiaires de bouture. On peut y accéder, donc les quantifier et les qualifier. Les quantifier donc en termes de quantité, quelle quantité de farine on a produit à chaque étape, quelle quantité de fine semoule on a produit à chaque étape, et de pouvoir éventuellement analyser, faire des alvéos, faire des teneurs en protéines sur chacune des farines de passage et sur chacune, plus globalement, des produits intermédiaires. À noter aussi, comme pour le CD1, les parties broyage et les parties réduction sur le lame 1000 sont indépendantes. Il est donc tout à fait possible de faire de réaliser la partie réduction de mon premier blé pendant que je lance la partie broyage d'un second blé. Donc de moudre deux blés en même temps sur le lame 1000, chose qui n'est pas possible par exemple sur le Buller MLU. On vient de voir que par rapport au CD1, le lame 1000 avait un diagramme de mouture plus long, plus de broyage, plus de passages de réduction. Avec un des objectifs, c'est de pouvoir avoir des taux d'extraction plus élevés. Et donc là, il y avait une étude qui avait été menée sur une vingtaine de blés. Les mêmes blés ont été passés sur CD1 et sur lame 1000, et on voit clairement que en moyenne, on gagne 10 points d'extraction, 10% d'extraction sur un lame 1000 par rapport au CD1. À noter également que le lame 1000 a un taux d'extraction globalement légèrement supérieur, très comparable mais légèrement supérieur à un MLU. Même si on n'a pas exactement la valeur, on se rend compte par ailleurs que les taux d'extraction d'un MLU et d'un lame 1000 sont étroitement corrélés. On va avoir la même information que l'on utilise l'un ou l'autre. On va revenir sur ce point et regarder maintenant un tout petit peu plus sur la notion de qualité de farine, qui, elle, reste aussi très importante. Une autre étude vient confirmer ce que je viens de vous dire juste à l'instant, c'est-à-dire qu'on a, avec le lame 1000, des taux d'extraction élevés, qui se rapprochent, sans être en effet aussi élevés, mais qui se rapprochent de ceux d'un moulin industriel. Avec, là, pareil, une étude qui était menée sur Avalis, alors je n'ai plus en tête le nombre de blés exact, mais globalement, on avait des taux d'extraction qui variaient de 66 à 81% globalement, avec en moyenne pour tous les blés hard un rendement autour de 77 et pour les blés soft un rendement de 75. Ce qui est globalement relativement similaire à ce qu'on peut observer sur un bullaire et similaire, légèrement supérieur à ce qu'on peut observer sur un quadrumate. Mais ce qui est important par rapport à ça, c'est bien d'avoir une teneur un rendement élevé, mais ce qu'on a vu, c'est que ce rendement élevé ne doit pas se faire au détriment de la farine.
Le risque, c'est d'avoir, lorsqu'on a un rendement élevé, une farine qui est beaucoup plus minéralisée avec des taux de cendre élevés. Toute la force du lame 1000 est au contraire d'être capable d'avoir ces taux d'extraction élevés en conservant une qualité de farine très similaire à celle d'un moulin industriel avec des farines type standard, ce qu'on pourrait appeler les types 55 en France, c'est-à-dire avec des farines ayant des taux de cendre autour de 0,5, 0,55, 0,58%. Donc clairement, le lame 1000 est capable de produire des grosses quantités de farine, des taux d'extraction élevés, tout en conservant une qualité de farine, une minéralisation de la farine et donc une piqûre de la farine faible. On a vu également que ce qui était important, c'était d'avoir, lorsqu'on utilise un moulin de laboratoire, une farine produite qui soit représentative, qui puisse permettre un peu d'anticiper en quelque sorte ce qui va se passer sur un moulin industriel. Il est donc important que lorsqu'on passe des blés de qualité très différente sur un moulin, on ait aussi en sortie des farines qui soient très différentes, qui représentent cette variabilité de qualité des blés. Donc pour illustrer un petit peu cette capacité du lame 1000 à produire des farines représentatives, je voulais montrer très rapidement les résultats d'une étude qu'on a menée il y a quelques années sur 150 blés qu'on a fait venir du monde entier, vraiment des origines très différentes, les 5 continents, Afrique du Sud, Argentine, Kazakhstan. Vous avez la liste en dessous. Toutes ces blés ont été passés sur le moulin lame 1000, même réglage, même conditionnement du blé préalable. Et ensuite, toutes les farines qui ont été issues de chacun de ces blés ont été analysées donc sur la teneur en protéines, au niveau alvéo, au niveau teneur en eau, au niveau du farino, d'extenso, des tests de panification. Donc, c'était des quantités importantes. Ça demandait un gros travail, mais on se rend compte que pour chacun des critères caractéristiques ou permettant de caractériser la qualité d'une farine, que ce soit au niveau rhéologique, au niveau technologique, eh ben, on couvre avec ces blés-là une large plage des valeurs possibles et pratiquement toute la plage des valeurs possibles de l'alvéo, toute la plage des valeurs possibles au niveau de la panification. C'est bien la preuve que avec le lame 1000, on est capable de mettre en exergue le potentiel technologique, le potentiel boulanger, la valeur boulangère, boulangère du blé qu'on va tester. Et donc, la mille permet réellement de produire des farines qui soient représentatives et anticipatives de la qualité de la farine qu'on va pouvoir en tirer, anticipatrice de sa valeur boulangère. Et juste pour conclure sur le lame 1000 avec un mot, un petit peu les qualités attribuées notamment par les utilisateurs du lame 1000. C'est une population en effet spécifique, mais pour la plupart d'entre eux, pour pratiquement la moitié d'entre eux, l'un des gros avantages du lame 1000, c'est sa capacité justement à produire des qualités de farine qui soient comparables à celles d'une mouture industrielle. Et j'insiste à nouveau sur ce fait que cette notion de représentativité est clairement cruciale. Voilà en quelques mots ce que je voulais évoquer au niveau des moutures. Donc, juste revenir sur une conclusion, la séparation ou les différenciations, la distinction entre CD1 et lame 1000. Donc, globalement, le CD1, c'est un moulin qui possède un diagramme de mouture suffisamment long pour être représentatif, mais suffisamment court pour limiter les sources de variation. C'est un moulin dont le diagramme est fixe, c'est un moulin qui est standardisé. Donc, c'est un moulin pour lequel, entre guillemets, les variations observées sur la farine ne viendront que du blé qui est mis en œuvre et non pas de l'outil de transformation. C'est donc l'outil idéal pour la comparaison, pour les tests de laboratoire et pour tout ce qui va concerner les transactions commerciales au niveau des blés. Le lame 1000, au contraire, est un moulin beaucoup plus polyvalent. C'est un moulin qui présente un diagramme de mouture plus long, donc qui va permettre de fournir une farine plus représentative encore d'une mouture industrielle, avec notamment une charge enzymatique beaucoup plus représentative, beaucoup plus proche des couches périphériques idéale pour tous les tests sur lesquels la charge enzymatique a son importance. Il va du coup, grâce à ce diagramme plus long, permettre également de produire à partir d'une même quantité de blé plus de farine, donc d'avoir des taux d'extraction plus élevés, en gardant, j'insiste quand même sur ce fait, une qualité et une minéralisation proche de ce qu'on peut observer avec un CD1.
peut être intéressant, ces quantités de farine, c'est qu'on va pouvoir, donc, avec une même quantité de blé, produire plus de farine et donc pouvoir faire plus de tests derrière ou avoir faire des tests qui nécessitent plus de farine. On pourra faire de la panification, on pourra faire en même temps de tests alvéo, des tests farinaux. Ça, c'est très intéressant. Et puis, ce moulin est un moulin à reprise manuelle, donc il va nous permettre aussi d'accéder à l'ensemble des sous-produits ou des produits intermédiaires de mouture. Donc, d'avoir une bonne valeur aussi de la valeur, ce qu'on appelle la valeur meunière du blé, de savoir à quel moment on va produire plus de farine avec ce blé. Est-ce que c'est plutôt au niveau du broyage, plutôt au niveau du convertissage? Quel type, quelle qualité de farine j'ai à chaque étape? Ça va être possible grâce à la. Donc, ça va être intéressant pour un meunier, pour comprendre, pour sélectionner ses blés par rapport à cette valeur meunière. Ça va être aussi intéressant au niveau pédagogique pour tous les établissements de recherche, pour pouvoir faire comprendre à leurs étudiants les principes, les grands principes de la mouture et visualiser les différents produits. Et puis au niveau R&D, ça va être très intéressant aussi au niveau recherche pour pouvoir aller essayer de caractériser chacune de ces fractions et pouvoir mener des études spécifiques à ce sujet. Donc voilà, résumons, le CD1, on compare, le LAM1000, on comprend. J'espère que cette présentation aura été intéressante, vous aura apporté des éléments informatifs, constructifs, et je vais maintenant prendre un peu de temps pour répondre à vos différentes questions s'il y en a. Merci de votre attention. Alors, au niveau questions, une question. Quelles sont les capacités du CDA du LAMIL? Alors, j'imagine que par capacité, on entend les quantités de produits qui peuvent être mis en œuvre. Globalement, le CD1 va travailler sur des moutures de l'ordre d'1 kilo, à peu près 1 kilo. Si on reprend par exemple le CD1 dans le cadre de la norme Alvéo, on travaille sur 800 grammes de blé. Le LAMI va permettre de travailler sur des quantités plus importantes, allant jusque globalement 3 kilos de blé. On va travailler entre 500 grammes et 1 kilo pour le CD1, entre 500 grammes et 3 kilos globalement pour le LAMI. Je ne vois pas d'autres questions. Non. Et bien, dans ce cas, je vais mettre fin à la présentation. Je vous remercie à nouveau pour votre participation, votre écoute, et en espérant vous retrouver bientôt pour de nouveaux séminaires. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne journée à vous. Au revoir.